mère a laissé un message vocal. Tu es exclu de l'entreprise familiale. Attends un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu, compris. Ensuite, j'ai calmement vendu mes 40% de parts. 48 heures plus tard, mon frère avait déjà laissé 72 appels manqués, me suppliant de reconsidérer ma décision. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une journée magnifique, où que vous soyez. J'aimerais que vous me disiez en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Une notification est apparue sur l'écran de mon téléphone. Un petit chiffre rouge au-dessus de l'icône des messages vocaux. C'était maman. Une vague de tension familière m'a envahi. Le genre de tension qui semblait toujours accompagner ces appels. Même maintenant, vivant dans un autre état, avec une vie qu'elle reconnaissait à peine. J'ai pris une grande inspiration, me disant que c'était sûrement au sujet des fêtes. Ou peut-être qu'elle voulait que je relise des documents de l'entreprise. J'ai appuyé sur le bouton lecture. Sa voix habituellement chaleureuse et rayonnante était sèche, formelle, sans aucune introduction. Alex, a-t-elle commencé? L'absence de « mon chéri » ou « mon fils » a été le premier choc. Ton père, ton frère et moi avons pris une décision concernant l'entreprise familiale. Nous avons décidé de procéder à une restructuration. À effet immédiat, tu es exclu de l'entreprise. Nous avons décidé de racheter ta part. Attends un appel de notre avocat. Le message s'est terminé. Le silence qui a suivi était total. Assourdissant, dans mon appartement calme. Ma main tremblait tellement que le téléphone a failli tomber. Un poids glacial s'est formé dans mon estomac, se propageant comme de la glace dans ma poitrine. Ma cage thoracique s'est resserrée, comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. J'ai regardé le mur. La couleur de la peinture, choisie avec tant de soin, m'a soudain paru lointaine et vide de sens. L'entreprise familiale. L'entreprise pour laquelle j'avais saigné, pour laquelle j'avais fait des sacrifices. Que j'avais maintenu à flot plus de fois que je ne pouvais le compter. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, même si mes 40% représentaient une somme importante. C'était tout ce que cette part représentait. C'était mon histoire, mon lien. Le dernier fil fragile qui me reliait à une famille qui ressemblait souvent plus à une entreprise froide et exigeante qu'à une source d'amour et de soutien. Mon grand-père avait fondé l'entreprise. Une petite usine construite à la sueur de son front et avec une poignée de main. À sa mort, il avait partagé l'entreprise. 40% pour mon père, 20% pour ma mère, et 40% pour moi. Mon frère aîné, Marc, était encore jeune à l'époque. Il entrait à l'université, et mon grand-père avait dit que ma part serait mon fondement. Mon lien avec l'avenir de la famille à condition que je sois prêt à travailler pour. Et je l'étais. Je m'y suis plongé juste après le lycée. J'ai appris la comptabilité, les opérations, tout. Pendant que Marc étudiait la gestion. Des connaissances qu'il utilisait rarement dans la pratique de l'entreprise. Papa ne s'intéressait pas au quotidien. Maman avait pris la direction de l'entreprise, s'occupant des clients et du marketing. Marc avait fini par rejoindre l'équipe des opérations. Charmant tout le monde mais se salissant rarement les mains avec des détails comme les stocks ou, Dieu nous en garde, la production. Je me souvenais de ça. Ah, c'est Alex qui s'occupe des chiffres, disait toujours maman. Que Dieu le bénisse. Il ne comprend pas vraiment les affaires, ajoutait-elle d'un geste affectueux mais condescendant. Marc riait et ajoutait. Oui, Alex est notre comptable attitré. C'est lui qui garde les lumières allumées. Et je les gardais allumées. C'est moi qui gardais les lumières allumées. Quand le marché s'est effondré et que maman et Marc ont trop dépensé pour une modernisation tape à accent grave-l'œil et inutile. C'est ma part de 40% qui est devenue le fonds d'urgence de l'entreprise. J'ai repoussé l'achat de ma première voiture, redirigeant l'argent vers des paiements urgents à des fournisseurs. J'ai retardé le remboursement de mes prêts étudiants. Et utilisé mes économies initialement prévues pour un acompte sur une maison afin de couvrir les salaires durant les mois creux. J'ai liquidé les investissements que j'avais réalisés avec l'argent de mes petits boulots d'enfance. Tout ça pour éviter à l'entreprise de faire défaut sur un prêt. Ma part de 40% ne ressemblait plus à un actif, mais à une veine ouverte en permanence, dans laquelle l'entreprise puisait à chaque besoin de transfusion. C'était comme une chaîne attachée à mon avenir.
me tirant en arrière chaque fois que j'essayais d'avancer. Je supportais, parce qu'au fond, je voulais leur approbation. Je voulais qu'ils me voient pas seulement comme le type qui règle les crises financières, mais comme une partie essentielle et respectée de la famille et de l'entreprise. J'ai investi de l'argent et de l'espoir, croyant qu'un jour ils me verraient. Non pas comme un coffre-fort, mais comme un fils, un frère, un partenaire. C'était ça, mon angle mort. Croire que les liens du sang signifiaient loyauté inconditionnelle et justice. Croire que mes efforts auraient de la valeur à leurs yeux, un jour. Chaque centime envoyé était une prière silencieuse. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me donnez de la valeur? Avec le recul, les signes avaient toujours été là. J'étais exclu des réunions stratégiques importantes, auxquelles Marc assistait toujours, même sans rien comprendre aux finances. Des décisions impactant directement la santé financière de l'entreprise étaient prises. Et je ne les découvrais qu'après coup, lorsque les chiffres ne correspondaient pas. Mes suggestions étaient ignorées par maman, toujours avec cette gentillesse condescendante. Marc m'interrompait sans cesse pendant les discussions d'affaires lors des réunions de famille. M'excluait physiquement des échanges avec papa ou avec elle. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était être systématiquement effacé de l'histoire. Comme un visage oublié dans un vieil album photo. La confiance s'est érodée. Lentement, douloureusement. Mais je m'accrochais encore à l'espoir d'appartenir. Puis est venu le message vocal. Tu es dehors. L'espoir s'est brisé. Le besoin d'acceptation est devenu une pierre froide et dure dans ma gorge. Ce n'était pas juste douloureux. C'était une trahison pure et simple, après tous les sacrifices que j'avais faits. Je n'ai pas répondu au message tout de suite. Je n'y arrivais pas. Je suis resté là, assis dans le silence de mon appartement. Le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge, rendant encore plus assourdissant le vide laissé par ces mots. Ce n'est que le lendemain que j'ai commencé à réaliser. Le choc initial a laissé place à une douleur confuse. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? 3 semaines plus tard, la réponse est arrivée. De la manière la plus impersonnelle qui soit. Je faisais défiler mon fil Facebook, voyant les choses habituelles et des photos de vacances, de bébés. Quand je suis tombé sur une publication dans une page d'un groupe d'entreprises locales. C'était une photo. Maman et Marc, rayonnant, serrant la main d'un homme que je n'avais jamais vu. La légende annonçait un nouveau grand partenariat pour notre entreprise familiale, qui nous propulserait vers une nouvelle ère de croissance. C'était comme lire ma propre nécrologie, glissée entre des photos de plage et de baby shower. Ils avaient signé un accord important, faisant entrer un nouveau partenaire. Quelqu'un qui allait forcément impacter la structure, les finances et l'avenir de l'entreprise dont j'étais encore officiellement copropriétaire. Et je l'ai découvert via les réseaux sociaux. La trahison, ce n'était pas juste le message vocal. C'était le mépris total. L'humiliation publique d'être traité comme si j'étais tellement insignifiant qu'il n'avait même pas jugé nécessaire de m'en parler directement. J'ai appelé maman. Elle était évasive. Là, ça. Oui, on allait en parler. Tout est allé si vite. Maman, c'est un partenariat important. Ma part est directement affectée par ça. Pourquoi je n'ai pas été impliqué? Pourquoi même pas informé? Elle a soupiré. Alex? On ne pensait pas que c'était nécessaire. Tu n'es pas là tous les jours. C'était juste du business, compliqué. On s'en est occupé. Ce ton condescendant et soi-disant doux était de retour. Mais maintenant, il avait la netteté d'une lame de rasoir. Puis Marc m'a appelé, avec ce ton détendu et arrogant. Ouais mec, t'es juste le gars des chiffres. Laisse-nous gérer les vraies décisions. Tu comprendrais même pas, de toute façon. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Juste le gars des chiffres. Cette phrase qui m'avait toujours dérangé sonnait maintenant comme l'essence même de ce qu'il pensait vraiment de moi. Tous mes sacrifices, toutes ces années à maintenir l'entreprise à flot. Réduit à une étiquette simpliste et méprisante. La douleur s'est transformée en autre chose. Une colère froide, solide. Mon poing aveugle, ce besoin d'acceptation, n'avait pas juste disparu. Il m'avait été arraché avec brutalité. Je les voyais enfin clairement. Ce n'était pas de la négligence. Ni de l'ignorance. C'était intentionnel. Délibéré.
Ils m'écartaient et me méprisaient pour leur propre confort, leur propre intérêt. Après cet appel, je me suis tu. Ils s'attendaient probablement à ce que je proteste, que je supplie, que j'essaie de trouver un moyen de revenir. Mais ça, c'était l'ancien Alex. Celui qui cherchait désespérément l'approbation. Cet Alex-là était mort. Le message vocal. La découverte sur Facebook. Les excuses minables. Tout cela avait transformé quelque chose de fondamental en moi. J'en avais fini de saigner pour des gens qui ne me voyaient pas comme un partenaire, un frère ou un fils, mais comme une ressource à exploiter, puis à jeter. Ils voulaient que je parte? Très bien. Mais je ne mènerai pas leur bataille émotionnelle. Celle où je perdais toujours. Je mènerai ma propre bataille. À ma façon. En utilisant exactement ce qu'ils pensaient être ma seule qualité. Les chiffres. La logique. La compréhension financière que n'ont jamais eue. La contre-attaque a commencé immédiatement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de messages furieux. J'ai simplement pris mon téléphone et appelé un avocat. Un expert en droit des affaires que j'avais rencontré via un contact, il y a des années. Je lui ai expliqué toute la situation. Ma participation de 40%. Mon historique de soutien financier. Le nouvel accord de partenariat dont je n'avais jamais entendu parler. Le message vocal m'excluant. Et la menace transmise par leur avocat. Ah, et j'ai mentionné presque comme un détail. Les dossiers financiers méticuleux que j'avais conservés toutes ces années. Chaque virement, chaque paiement que j'avais couvert. Chaque prêt informel. L'attention de mon avocat s'est immédiatement intensifiée. C'est crucial, Alex. Toute cette documentation change la donne. Dans les jours suivants, je suis devenu une machine. J'ai fouillé dans d'anciens emails. Des relevés bancaires. Des dossiers papier encore stockés chez moi. J'ai tout organisé. Une chronologie claire, incontestable. De mes contributions financières. Et de la dépendance qu'ils avaient envers moi. J'ai aussi commencé à revoir les rapports de l'entreprise auxquels j'avais encore accès. En les croisant avec des registres publics. Pour mieux comprendre l'état de santé réel de l'entreprise avant ce fameux accord. Et là, j'ai commencé à remarquer les incohérences. Des petits détails qui ne collaient pas. Des signes de difficultés financières bien plus graves qu'une simple instabilité du marché. Ce n'était pas juste de la mauvaise gestion. C'était comme si quelque chose avait été activement dissimulé. Ou l'était depuis longtemps. Et alors, j'ai compris. Leur acharnement à m'écarter. À faire entrer un nouveau partenaire. Ce n'était pas juste pour me mettre dehors. C'était pour cacher quelque chose. Peut-être, quelque chose lié à des erreurs passées. Que, sans le savoir, j'avais couverte avec mon argent. Avec toute la documentation rassemblée et validée par mon avocat. La voie à suivre est devenue limpide. Ils voulaient me racheter? Parfait. Mais ce ne seraient pas eux qui fixeraient le prix. Et ce ne seraient pas eux qui contrôleraient le récit. Mon avocat m'a expliqué que forcer un rachat exigeait des démarches juridiques. Mais que vendre ma part, surtout celle héritée de mes parents, était plus simple, tant que l'accord d'exploitation ne l'interdisait pas explicitement. Et il avait des contacts. Des contacts dans le monde des affaires. Des investisseurs aguerris, spécialisés dans le rachat de parts dans des entreprises privées. Souvent avec des dynamiques familiales tendues ou des problèmes enfouis. On a trouvé un acheteur. Un fonds de capital investissement. Ils étaient redoutables. Ils ne se souciaient que des chiffres. Et du potentiel. J'ai présenté mon dossier soutenu par des documents financiers méticuleusement organisés. Je n'ai pas calomnié ma famille. J'ai simplement exposé les faits. Ma participation de 40%. Mon historique de financements informels. Le nouvel accord de partenariat dont je n'avais jamais été informé. Et la tentative de ma famille de m'écarter unilatéralement et de racheter mes parts à un prix inférieur à leur valeur réelle. Ma documentation montrait clairement ou suggérait fortement l'existence de problèmes financiers profonds, bien au-delà de simples difficultés commerciales. Le processus de due diligence de l'équipe d'investisseurs fut rapide et impitoyable. Bien plus poussé que ce que ma famille avait anticipé. Ou même que ce qu'ils avaient eux-mêmes pratiqué un jour. Ils ont analysé les livres comptables officiels. Mais les ont croisés avec mes propres archives.
documentant les entrées et sorties d'argent que j'avais utilisées pour combler leur déficit au fil des années. Mes notes détaillées sur les crises financières que j'avais aidé à éviter ont soudainement pris un poids nouveau. Puis le jour de la vente est arrivé. Assis dans le bureau froid et impersonnel de l'avocat, j'ai signé les papiers. Tout semblait surréaliste. Il n'y a eu ni cri, ni déclaration dramatique. Juste le bruit discret de mon stylo glissant sur le papier. Presque inaudible. Mais suffisant pour rompre avec tout ce qui avait existé auparavant. J'ai vendu mes 40%. Mais je ne ressentais pas de triomphe. Pas encore. C'était un mélange lourd de tristesse pour ce rêve perdu d'une véritable entreprise familiale. De peur pour ce qui allait venir. Et de satisfaction amère, car cette fois, le contrôle était entre mes mains. Ils voulaient que je parte. J'ai accepté leurs conditions. Mais c'est moi qui ai dicté l'exécution. Mon dernier acte au sein de l'entreprise fut silencieux, délibéré. Et irréversible. Une fois les documents signés. Et les fonds sécurisés dans un compte géré par mon avocat. J'ai répondu, par email, au tout premier message vocal que ma mère m'avait laissé. Je n'ai écrit qu'un seul mot. Reçu. Le message le plus court et le plus chargé de sens que je pouvais lui envoyer. Ensuite, j'ai attendu. Les 48 heures suivantes furent marquées par un silence lourd, étouffant. Je savais que l'équipe des investisseurs contacterait ma mère et Marc, les informant du changement de propriété et lançant une analyse approfondie des finances de l'entreprise. À présent, en tant que nouveau propriétaire de 40%, j'ai tenté de reprendre ma vie. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas arrêter de regarder mon téléphone. Chaque notification déclenchait un sursaut d'anxiété. Jusqu'à ce que la tempête arrive, le deuxième jour. Le téléphone n'a plus arrêté de sonner. Des appels de ma mère, du numéro de l'entreprise. Des appels manqués qui s'accumulaient. 10, 25, 50, 72. L'écran clignotait sans arrêt avec de nouveaux messages. Au début, les textos étaient confus. Puis fiévreux. Très vite, ce furent des accusations. Et ensuite, le désespoir. Jusqu'à ce que je décroche enfin un appel de Marc. Sa voix, d'habitude pleine d'arrogance et d'importance, était affaiblie. Pleine de panique. « Alex, qu'est-ce que t'as fait? Tu dois arranger ça. S'il te plaît, annule tout. » Annuler quoi, Marc? Ma voix était calme. Effroyablement calme. À la vente, à cet investisseur. Ils ont tout gelé. Ils demandent tous les livres. Ils vérifient tout. Ils ont dit qu'ils ont trouvé des choses. Et là, tout est devenu clair. Net. Direct. Indiscutable. La due diligence des investisseurs, nourrie par les indices contenus dans ma documentation, et renforcée par leur expérience, avait révélé l'ampleur réelle de la mauvaise gestion financière que je ne faisais que soupçonner. Ce n'était pas juste de l'incompétence. C'était plus grave. Assez grave pour que les nouveaux propriétaires interrompent les opérations de l'entreprise et exigent un audit complet. Mon retrait stratégique, combiné aux secrets qu'ils avaient tenté de dissimuler, avait tout mis en lumière. Le moment de justice ou du moins de règlement des comptes avait commencé. Ma vente silencieuse n'était pas qu'un adieu. C'était comme dégoupiller une grenade qu'ils ne savaient même pas que je tenais. Chargée de preuves qu'ils m'avaient eux-mêmes aidé à accumuler au fil des années. Des problèmes, Marc, ai-je répété, laissant son panique planer dans l'air. C'est leur droit maintenant. Ils possèdent 40%, comme moi avant. Mais maman a dit que tu étais sorti, qu'elle t'avait laissé ce message vocal, qu'on allait te racheter. Vous avez dit que j'étais exclu, Marc. J'ai utilisé exactement vos mots. Chaque phrase que je prononçais était une lame froide et silencieuse. Vous disiez que vous n'aviez plus besoin de moi. Que je n'étais que le type avec l'argent. Et que vous vous occupiez des vraies décisions. Très bien. Je vous ai pris au mot. J'ai été exclu. Et maintenant, on dirait bien que le nouveau partenaire s'occupe aussi des vraies décisions. Les suppliques de Marc se transformèrent en une colère hésitante. Mais je n'ai rien écouté. J'ai raccroché. Les appels ne se sont pas arrêtés tout de suite.
Mais mes réponses devinrent brèves, glaciales. Et toutes passèrent désormais par mon avocat. Ma mère et Marc sont entrés en mode gestion de crise totale. D'abord, ils ont accusé l'investisseur. Puis, ils m'ont accusé. Enfin, ils ont sombré dans un mélange de culpabilité et de désespoir. C'était palpable. Un contraste brutal avec l'arrogance dont ils faisaient preuve auparavant. À présent, ils faisaient face aux conséquences réelles. L'investisseur, avec sa participation et les preuves de mauvaise gestion en main, était pratiquement aux commandes. Les batailles juridiques se dessinaient déjà à l'horizon. L'entreprise était en danger. Faillite ou vente forcée à de nouvelles conditions. Et au fur et à mesure que les procédures financières et légales avançaient, la vérité plus profonde derrière cette mauvaise gestion commençait à émerger. Il ne s'agissait pas seulement d'erreurs récentes. C'était un schéma. Un historique de décisions financières douteuses. De dettes dissimulées. Remontant à bien avant le nouvel accord. Moi, sans le savoir, j'avais aidé à camoufler ce trou. En y injectant mon propre argent. Ma mère et Marc avaient passé des années à cacher ce passif financier. Et maintenant, désespérés, avaient cherché un nouvel associé. Pour injecter du capital sans révéler la vérité complète. Le nouvel investisseur avait probablement reçu des promesses irréalistes. Concernant la santé financière de l'entreprise. Mais son enquête minutieuse a fait exploser cette illusion. Ce n'était pas juste de l'incompétence administrative. C'était une dissimulation délibérée. Une fraude subtile et continue. Que mes apports financiers réguliers avaient contribué à masquer. Peut-être est-ce aussi la vraie raison de cette promesse ancienne jamais tenue. Concernant la valeur future de mes 40%. Peut-être qu'ils ont toujours su. Toujours su que l'entreprise avait des problèmes profonds. Et que ma part n'avait jamais vraiment eu la valeur que grand-père m'avait fait croire. Et la source des preuves. Mes notes personnelles. L'expertise de l'auditeur. Et peut-être, une dénonciation silencieuse. Un allié inattendu. Peut-être un ancien employé fatigué des pratiques de ma mère et de Marc. Quelqu'un qui avait vu le naufrage venir. Et savait que mes archives étaient la clé. L'effet domino ne fut pas que financier. Il fut social. Et douloureux. Mais aussi révélateur. Certains membres de la famille ont cru à la version racontée par ma mère et Marc. Que j'étais un fils cruel et avide, qui les avait abandonnés. D'autres, surtout ceux qui avaient vu mes années de soutien discret. Ou entendu des rumeurs sur les difficultés de l'entreprise. M'ont apporté un soutien discret ou se sont simplement éloignés pour éviter le drame. C'est ainsi que mon véritable cercle de soutien s'est révélé. Mon avocat professionnel m'est sincèrement préoccupé par mon bien-être. Et des amis hors du cercle familial. Qui ont validé mes émotions et mes décisions. Ils m'ont rappelé que la famille, ce n'est pas juste le sang. C'est le respect, la confiance et le soin réciproque. Ils sont devenus ma nouvelle définition de la famille. Le chemin vers la guérison fut long et non linéaire. Quand l'adrénaline est retombée. Il ne restait qu'une profonde tristesse. J'ai pleuré. Non seulement pour la perte de ma part dans l'entreprise. Mais pour la perte du rêve d'une véritable famille unie. J'ai eu des moments de colère. Des moments de doute. Mais ils étaient toujours effacés par les souvenirs. Le message vocal de ma mère. La photo Facebook. Les mots cruels de Marc. Et les preuves froides de la trahison. C'est dans ce processus que j'ai appris l'une des plus grandes leçons de ma vie. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de se battre pour une place là où on n'a jamais été le bienvenu. Mais bien de se protéger et partir. J'ai établi des limites claires. Je n'ai plus accepté d'appels sauf s'ils étaient planifiés. Toute communication passait par mon avocat. Et j'ai refusé de parler de l'entreprise ou du passé. Ce fut difficile. Surtout avec ma mère. Mais c'était nécessaire. Pour ma santé mentale. J'ai dû accepter que la relation que je rêvais d'avoir avec eux n'avait jamais existé. Et n'existera probablement jamais. Mais les leçons. Elles sont gravées en moi. L'importance vitale de poser des limites, même avec la famille. J'ai perdu une entreprise. Et peut-être aussi une certaine idée de la famille. Les cicatrices sont toujours là. Des rappels de tout ce que j'ai traversé. Ma relation avec ma mère et Marc est brisée. Peut-être à jamais. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Ma liberté.
mon respect de moi-même. Et une vision claire de qui je suis. Et de qui sont les miens, les vrais. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis. Et non pour ce que je peux offrir. Le poids que je portais depuis des décennies. Sans même en avoir conscience. A soudain disparu. La douleur est restée. Mais aussi. Une incroyable légèreté. Signer ces papiers. N'a pas seulement mis fin à un lien commercial. C'était signer ma déclaration d'indépendance. Ce n'était pas la fin que j'imaginais pour l'histoire de ma famille. Mais c'était le début de la mienne. Ce fut douloureux. Ce fut déroutant. Mais avec le recul, aujourd'hui. Les pieds bien ancrés dans le sol. Je sais. C'était le seul chemin possible. Commentaire, Madame Reddit. Ce récit est avant tout une histoire de courage. Ce n'est pas toujours affronter les autres qui est le plus difficile. Parfois, c'est se regarder en face et accepter qu'il faut lâcher des liens qui nous blessent, même si ces liens portent le nom de famille. Le protagoniste n'a pas choisi le conflit. Il a choisi la vérité, le respect de soi. Et il en a payé le prix fort. Mais il a aussi gagné quelque chose d'inestimable. La liberté, la paix et la clarté sur ceux qui sont vraiment à ses côtés. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles, même avec ceux que vous aimez? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voix est toujours la bienvenue. Ainsi s'achève une nouvelle histoire bouleversante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain. La différence entre obligation et amour sain. Le pouvoir du respect de soi. Et la force de regarder la vérité en face et revendiquer son histoire. J'ai aussi compris que le gars avec l'argent n'était jamais une faiblesse. Ni une étiquette. C'était une compétence. Une compétence qui, au final, m'a permis de me protéger et de révéler la vérité.